est déjà... Bonjour à toutes les innovatrices et innovateurs qui nous regardent aujourd'hui sur ce live ou en replay. On est déjà demain, le talk show disruptif réalisé par Gutio, le réseau d'agents de l'innovation et de la transformation digitale. On va jouer ensemble, on va se former, on va passer exactement 3 quarts d'heure ensemble. Épisode 3.5 pour les néophytes et 3.1 pour les geeks sur les communautés, c'est parti. Alors, les communautés, c'est un peu comme tes meilleurs amis. Ils sont au courant de tout dans ta vie, parfois même mieux que toi. Tu passes des heures avec eux, ils t'aident à prendre les grosses décisions dans ta vie et ils sont toujours là pour te donner un coup de main. Bien sûr, ça te fait mal au cœur quand ils s'en vont loin, mais ta porte reste toujours ouverte quand ils reviennent. Et enfin, parfois, ils te trahissent, mais là, c'est plus des amis. Nous allons voir aujourd'hui comment votre entreprise peut gratter l'amitié. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et surtout, laissez-nous des commentaires pour que l'on devienne meilleurs amis. Alors, nous avons toujours notre trio d'animateurs chroniqueurs, Sarah Matito et moi-même, professeur Pivot. Hello Sarah. Salut Bastien. Hola Matito. Oui, comment ça va Bastien? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à nos invités François et Lionel. Salut, et oui, nous avons le plaisir d'accueillir comme invité aujourd'hui Lionel Bazet. Alors Lionel est businessman, il est innovateur pour le semencier Pionnier. Il est sur le terrain du matin au soir, il fait bouger et innover le monde agricole avec passion. J'ai eu la chance de travailler avec Lionel notamment sur l'animation d'une journée d'atelier pour 90 personnes. C'était tout en visio, c'était chaud. Bienvenue Lionel. Bonjour professeur Pivot et bonjour à tous sur le plateau. Alors, François Vandeplonck est start-upper. Après un rapide passage de 5 ans chez IBM et de 10 ans chez Microsoft quand même, il a cofondé la start-up Popsell qui engage vos collaborateurs et vos clients dans des communautés pour faire du social commerce. Il est notre expert aujourd'hui sur le plateau depuis Paris. Salut François. Bonjour Bastien, merci de m'accueillir sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. C'est une tradition et François, tu le sais. On va te laisser la parole pour que, effectivement, tu expliques peut-être à nos spectateurs aujourd'hui un petit peu qu'est-ce qu'une communauté et puis peut-être aussi de rentrer un peu direct dans le vif du sujet, comment on fidélise une communauté après derrière. Merci Bastien. Oui, effectivement, chez Popsell, on a une plateforme communautaire qui est principalement axée sur des communautés d'ambassadeurs de marque. Donc une bonne expérience sur la mise en œuvre de communautés depuis quelques années sur ce domaine. On a toutes sortes de communautés différentes. On a des communautés qui sont composées avec des clients des marques, donc vraiment orientés sur le grand public. On a des communautés beaucoup plus professionnelles, orientées sur des vendeurs, par exemple la vente directe, la vente à domicile. Et tout ça, il faut les animer. Il faut évidemment susciter l'intérêt, ce qui est important sur ces communautés pour qu'elles fonctionnent, pour qu'elles vivent dans le temps, parce que c'est ça tout l'enjeu, c'est ça toute la difficulté. C'est de maintenir un intérêt et que les membres soient actifs dans le temps et dans la durée. Alors on a oui. Donc en gros, tu pourrais dire une communauté, c'est avant tout un groupe d'individus qui partagent quelque chose et qui restent ensemble dans la durée pour justement mettre en place des actions, contribuer. C'est ça. On a une partie de la communauté qui vont être plus spectateurs, mais pour qu'une communauté fonctionne, il faut qu'il y ait de l'intérêt, il faut qu'il y ait des mouvements, il faut qu'il y ait sans cesse de la nouveauté, évidemment. Donc c'est très très important de l'animer. On a chez nous des community managers qui vont venir, qui vont intervenir. On a des employés de la marque, des vendeurs qui eux-mêmes vont être partie prenante dans la communauté et qui vont enrichir aussi beaucoup les discussions. Ce qui est important, c'est il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait un objectif à la communauté. C'est pas juste, ok, on fait une communauté autour de la marque et puis on s'en tient là. Alors moi, j'avais une question un petit peu pour toi, François, et peut-être les autres. À partir de combien de personnes on peut considérer qu'il y a une communauté? Renaud disait à partir de 2, on est déjà une bande de cons. Alors, à partir de combien de personnes on constitue une communauté? On crée des communautés autour des marques. Elles peuvent commencer à quelques centaines de membres. Ce qui est important, c'est de distinguer le nombre de membres et le nombre de membres actifs, évidemment. C'est ça le plus important, qui revient tous les jours sur la plateforme et qui contribue, qui met du contenu, qui met des commentaires, qui fait vivre en fait cette communauté. Évidemment, le minimum, c'est quand même quelques dizaines de contributeurs. Ouais.
On peut avoir des communautés qui sont plus restreintes, notamment quand elles sont liées, quand elles sont assez locales, par exemple autour d'un magasin. Donc elles sont oui, effectivement plus limitées, mais il y a cette proximité aussi qui rend l'attrait et l'intérêt de ces échanges. Alors toi Lionel, justement au sein de ton entreprise, justement vous cherchez à développer justement des communautés et notamment on y viendra, mais dans l'objectif aussi d'innover après avec cette communauté. Oui, tout à fait. Alors déjà de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que les communautés, c'est une idée quand même très très simple, qui est de regrouper des personnes autour d'un projet qui ont cette même affinité, cette même passion pour ce projet, cette envie de faire avancer les choses. Alors c'est vrai que dans mon entreprise, c'est une entreprise qui a été créée en 1926 et qui depuis le départ a toujours intégré, on va dire, ses clients, utilisateurs des produits, dans toutes ses réflexions et dans la création de ses offres. C'est ce qui fait que on a pu au fil des ans amener énormément d'innovation et on est perçu comme une entreprise très innovante sur notre marché. Voilà. Mais ce que je voulais souligner, c'est que voilà, on est à un stade aujourd'hui où on se dit qu'il faut redynamiser et redonner une place encore plus importante à nos clients dans la création d'offres. C'est aussi tout l'intérêt des communautés et c'est pour ça qu'on se dynamise en ce moment sur ce concept parce que voilà, ça appelle aussi une notion de customer centric qui est à mon sens déterminante et hyper intéressante pour libérer l'esprit créatif et créer des offres. Ah, tout à fait. Et Sarah, justement, on t'a pas entendu encore, mais du coup, outre le fait que tu fais partie de la communauté des agents Guti, mais j'imagine que toi, tu participes et tu es dans plein de communautés. Est-ce que tu t'en organises d'ailleurs? Tu es dans des communautés et tu es toi-même peut-être un peu à piloter des communautés? Oui, j'ai une jolie expérience de communauté au travers un site que j'avais créé qui s'appelait Dehors les Petits, qui regroupait une communauté de parents qui avaient envie de faire des activités de loisirs avec leurs enfants. Donc, ils partageaient les bons plans de sorties à faire avec les petits. Et puis, effectivement, oui, je suis dans pas mal de communautés, notamment sur les réseaux sociaux, sur différents sujets. En ce moment, plus sur le no-code. D'accord. C'est émission précédente. Et oui, tous ceux qui ont regardé l'émission d'avant sur le no-code et celle encore d'avant sur le Lean Startup pour parfaire votre culture de l'innovation, bien évidemment. Ouais. Et toi, Matito, tu gères une communauté aussi, dis donc, autour de ton pré-incubateur. Matito, t'as perdu? Bon, du coup, j'enchaîne direct. On a perdu Matito. Bon, François, du coup, il y a une histoire dans les communautés, c'est que les membres doivent être égaux en droit. Est-ce que c'est quelque chose d'important que tout le monde ait un peu les mêmes droits au sein des communautés que vous pouvez gérer, etc. Égaux en droit. Peut-être perdu. Ouais, dans le sens où il y en a qui s'investissent, qui contribuent un peu plus que d'autres, etc. Mais il va falloir que, par exemple, si vous offriez des choses, etc., qu'il y ait une certaine, on va dire, égalité, une certaine harmonie en fait au sein de la communauté, pour pas créer peut-être de jalousie. C'est presque l'inverse finalement. C'est que on a besoin de mettre en place des mécanismes et une méthode qui va répondre à toutes les attentes des membres de la communauté et elles sont complètement différentes. Chez Marcel, nous on s'appuie sur une méthode qui s'appelle la pyramide de Zapiro, la pyramide des désirs. Et on essaye de répondre à des attentes qui sont très différentes entre les personnes. Il y a des attentes d'inattendus, des attentes de partage, il y a des désirs d'appartenance, aussi les désirs de valorisation. Et ça, c'est des choses auxquelles on doit répondre et auxquelles on répond de manière différente. Mais il faut que chacun retrouve dans la communauté quelque chose qui lui correspond. Il y en a qui vont être très créatifs et qui vont raconter plein de choses dans la communauté, qui vont mettre générer des contenus, des histoires, des images, des vidéos. Il y en a qui le sont beaucoup moins, qui vont être plus spectateurs, mais au contraire qui vont s'enrichir aussi de ce que font les autres au sein de la communauté. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes différentes et il faut que chacun y trouve son compte. D'accord. Bon, apparemment, on a vraiment perdu Matito. Il y a peut-être une astéroïde qui est tombée sur le quai des Savoirs. Je pense qu'il va se reconnecter pour participer au Kahoot parce qu'il attend ça avec impatience depuis la dernière émission pour jouer ensemble tout à l'heure. Est-ce que Lionel, dans une communauté en général, il y a presque un patrimoine, il y a des choses qui appartiennent un petit peu à la communauté. Est-ce que vous arrivez
à justement donner des contreparties? Est-ce que le sentiment d'appartenance, comment vous gérez ce sentiment d'appartenance des membres de la communauté? Le sentiment d'appartenance, il se travaille parce que quand on crée une communauté pour travailler sur un sujet, sur un projet, déjà on regroupe des personnes qui ont une même affinité, une même aspiration. Donc le sentiment d'appartenance, on peut le provoquer aussi, on peut le travailler en permettant à des personnes de s'exprimer sur quelque chose qui leur tient à cœur, sur un sujet qui leur tient à cœur. D'accord. Après, tout dépend tout dépend la finalité de la communauté que l'on crée. Est-ce que c'est de produire? Est-ce que c'est de capter du feedback client, avoir des retours d'expérience sur l'utilisation d'un produit? Voilà, il y a plein de. C'est ce qui est passionnant sur le sujet, c'est que il y a une multitude d'usages, de valorisation et d'actions quelque part à pouvoir mener grâce à ces communautés. Ce que je trouvais intéressant tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Bon, extrêmement intéressant. Ouais. Je disais, Makito posait une question sur le nombre. À partir de quand considère-t-on une communauté? Je trouvais intéressant parce que une communauté, je pense qu'on peut partir d'une communauté très restreinte, un petit groupe de personnes qui réfléchit sur un sujet, un projet. Il y a aussi une notion de durabilité de cette communauté. Il y a des communautés qu'on peut, et je pense que c'est l'exemple qu'on peut animer, qu'on peut faire vivre sur des périodes longues, parce qu'on est sur un objectif peut-être de créer une relation avec son client. On peut aussi créer des communautés éphémères qui vont se regrouper sur 24 heures. On avait déjà discuté de cet exemple-là, mais l'exemple des hackathons, par exemple, où on se réunit pour travailler sur un sujet, on crée une communauté qui va exister, entre guillemets, c'est un peu restrictif, mais que pendant 24 heures. Donc, je trouve que la question est intéressante et les réponses sont vraiment variées, multiples. Alors, ça me fait plaisir, d'autant que j'ai complètement disparu à un moment. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais oui, je suis revenu. C'est la faute à mon Internet. Des fois, ça ne marche pas. C'est communautaire, c'est comme ça. C'est les aléas du live. C'est les aléas du live. J'avais une question peut-être. Et regardez, on vient de perdre Sarah aussi, donc c'est vraiment les aléas du live. C'est contagieux. Alors j'avais une petite question sur est-ce que l'utilité de la communauté pour Pioneer ou pour Popcell tout simplement, est-ce que c'est pas aussi de valider les innovations, les nouveaux produits, les nouvelles démarches? C'est pas en fait une communauté, c'est pas un terrain de testing pour vous aussi? Enfin Lionel principalement en tant que marque, puis peut-être François en tant que pratiquant, je dirais, de la communauté. Ouais, complètement. Les communautés, c'est l'opportunité, c'est une énorme opportunité, effectivement, de tester ces offres, de capter du feedback client, et c'est vraiment ce qui va nous permettre aussi d'accélérer les processus d'innovation. Donc, c'est une chance, quelque part, de pouvoir fédérer, que ce soit des clients, que ce soit toutes les parties prenantes d'un projet, pour avancer plus vite, parce que l'enjeu dans le business, c'est aussi la différenciation, c'est de courir un peu plus vite que nos concurrents. Et je crois que les communautés sont vraiment un booster pour ça. Ouais. Et Matito, juste, je n'ose plus te poser de questions. Quand je t'ai posé la question, tu as eu le Covid, tu as disparu. Mais du coup, je te demandais, toi aussi, tu es dans une communauté, au final, tu animes aussi un peu une communauté au quotidien dans ton starter. Tout à fait, c'est une communauté d'entrepreneurs. Alors en soi, on va moins se mettre à profit la communauté pour valider tel ou tel concept général, mais l'utilité de la communauté, c'est ce que je peux conseiller à tous les entrepreneurs ou les innovateurs qui nous écoutent, c'est d'être en échange permanent en fait avec leur entourage. Alors on dit souvent qu'une idée, il faut la partager un maximum pour qu'elle puisse s'enrichir des apports, des inputs des uns des autres. C'est exactement pareil quand vous entreprenez, vous devez, c'est un conseil vraiment réel, vous alimentez de la communauté d'entrepreneurs dans laquelle vous faites partie, la communauté d'innovateurs. Et en fait, le principe de communauté, il y a déjà le principe d'entraide qui est très, très, très important. Le principe de confrontation permanente de son idée, parce que du coup, être en mode œillère, ça peut être très compliqué de ne pas voir ce qui se passe autour de nous. Et puis de challenger sans cesse votre posture, votre produit, votre innovation. Alors, je crois que j'enfonce un peu les portes ouvertes pour Popcell, par exemple, je connais ton secret. Matito, je connais ton secret, toi, pour fidéliser ta communauté, c'est le café et la bière, quoi. Ah oui, alors le café, oui, surtout, puis la bière, oui, alors ça dépend en fait de l'heure de la journée. Une affaire de liquide, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, François, pareil,
au sein de PopSales. Le côté co-création est super important dans la communauté. C'est le fait d'écouter ses clients. C'est le côté proximité avec ses clients. On humanise en fait la relation qu'on peut avoir. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est hyper important. Le côté entraide aussi. On a par exemple une communauté chez Dagoma, qui est un fabricant, une start-up qui fabrique des imprimantes 3D. Ils ont une communauté hyper active de passionnés qui utilisent l'imprimantes. Alors, c'est quelque chose qui est assez technique, qui n'est pas très facile. Et ils s'entraident, ils se posent des questions. Enfin, ce côté entraide est vraiment développé aussi. Après, voilà, il y a des objectifs qui peuvent être très, très différents au niveau des communautés. Nous, on est sur une plateforme de social commerce. Quelque part, la finalité pour nous, c'est pour les marques d'augmenter leur notoriété, de recruter des nouveaux clients et de générer des ventes. Donc, elles sont forcément très orientées sur ces domaines-là. Donc, on met beaucoup d'objets pour animer cette communauté. On a de la gamification, toutes sortes de challenges qui sont mis en place pour inciter à parler de la marque, à parler des produits, etc. C'est intéressant, excuse-moi François, ouais. Je rebondis là-dessus parce que en fait une communauté, c'est pas juste le fait de se rassembler qui est intéressant, il faut pas qu'elle s'ennuie, sinon elle part. Donc tu parlais de gamification, est-ce que tu as des petits tips? Qu'est-ce qui peut aider à souder, constituer, fédérer et garder une communauté? Gamification, d'autres idées? Comment on les valorise en fait, les membres d'une communauté? Ouais, le côté valorisation est super important aussi. Nous, on met en avant toutes les semaines, on fait des portraits chinois, par exemple, de certains ambassadeurs par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire, s'ils ont gagné. Voilà, ça c'est effectivement le côté valorisation est hyper important. Le côté, finalement, la proximité avec la marque, le fait que je puisse échanger avec, rien qu'à être au contact avec d'autres employés de la marque, on a l'impression quelque part d'être privilégié, d'avoir vraiment une connexion beaucoup plus proche avec la marque. Très, très important aussi. Ouais. De toute façon, on ne le dira jamais assez, pour innover, il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Effectivement, il faut s'ouvrir à ses cibles, il faut développer sa communauté, avoir une proximité avec sa communauté. C'est évident et je pense que c'est un petit peu la genèse du mouvement Open Innovation, qui est de faire l'innovation ouverte et donc de s'appuyer sur des tiers, sur d'autres pour pouvoir, par exemple, faire son idéation, donc trouver les idées qu'on va promouvoir pour pouvoir faire la promotion avec des ambassadeurs justement au sein de communautés qui peuvent être vos salariés, qui peuvent être vos clients, etc. Donc effectivement, il faut s'ouvrir. Et merci beaucoup pour tous ces témoignages. Et c'était très bien, Natito, que tu parlais de gamification parce que c'est une belle introduction. Tout de suite, on passe au quiz. YouTube et aussi nos invités à se connecter sur kahoot.it sur leur téléphone idéalement et donc à ajouter le code de jeu qui est le numéro 384 59 43. Alors je répète, allez sur kahoot, KAH2OT.it et avec le code 384 59 43. Et on va se faire un petit quiz. Qui est ce challenger, la prof Pivot là, je vais la manger. Je vais la manger, le professeur. Eh oui. Donc j'en profite pour faire une petite dédicace aux étudiants de l'ISG avec qui j'ai fait un atelier Google Design Sprint toute la semaine et que j'ai eu en cours et qui normalement devraient aussi participer, se connecter pour jouer avec nous. Ils avaient envie de m'affronter, voilà. Oh là là. Mais bon, ils avaient envie de t'affronter aussi, Matito, bien évidemment. Moi, je suis là, il n'y a pas de souci. J'attends les compétiteurs, je les attends. Bien évidemment. Voilà. Et oui. Après, si on est 4, moi, il n'y a pas de souci. Je prends aussi. Il n'y a pas de problème. Ça peut être un duel au soleil, comme on dit. Sauf qu'au lieu d'être 3, comme dans. On est censé. On aura l'égalité. On est censé avoir amélioré On est censé avoir amélioré le délai de réactivité. Est-ce que la régie peut nous dire combien de temps il faut qu'on attende, nous, sur le plateau, avant de répondre de façon à laisser une chance à nos spectateurs? Waouh, on est à 5 secondes. Donc, Mathias, tu respectes, hein? Ouais, carrément.
Donc, on invite tout le monde à se connecter. On invite tout le monde à se connecter sur Kahoot. Si vous n'avez pas compris, c'est en même temps, il faut ouvrir un deuxième onglet, il faut lancer Kahoot. Et effectivement, vous pourrez regarder les questions s'afficher sur YouTube. Et après, dès que la question s'est affichée, basculer sur Kahoot pour valider votre réponse, pour jouer avec nous. Le lien est dans le chat quelques instants. YouTube. Le code aussi dans le chat YouTube. Bon, super. Bon, mais je pense qu'on peut. Oui, moi je suis. On peut peut-être lancer la première question. Alors, oui, de toute façon, tout le monde peut continuer effectivement à nous rejoindre dès qu'il le souhaite, en se connectant au fur et à mesure. Je pense qu'il faut laisser un petit temps, le temps que tout le monde sorte son téléphone, tout ça. Mais je pense qu'on peut lancer la première question. Allez. Si vous n'êtes pas en direct et que vous regardez le replay de l'émission, n'hésitez pas à jouer vous aussi et calculer vos points. C'est pour voir si vous auriez mis la tannée à Matito ou pas. Ça m'étonnerait fort parce que je vois dans le futur. Ok. Allez, la régie, je veux bien qu'on lance la première question. C'est parti. Allez, bienvenue sur notre quiz sur les communautés d'innovation. Et la première question. Une communauté doit, plusieurs choix possibles, partager une passion commune, comme l'e-sport par exemple, ou être constitué uniquement de profils à haut potentiel, ou alors, réponse jaune, être constitué uniquement de fans de la marque, réponse verte, être constitué uniquement d'employés de l'entreprise. Et c'est à vous de jouer avec un petit délai pour nos invités, histoire de laisser la chance à nos téléspectateurs. Tu me donnes le feu vert dès qu'on peut y aller? Oui, tu peux y aller maintenant. En théorie, c'est allé un petit peu vite. La régie a stoppé la question un peu vite. Voilà, donc partager une passion commune comme l'e-sport. Voilà, bon, mais tout le monde a bien répondu. Je crois qu'il y a une private joke de la régie sur comme l'e-sport, pour la petite blague. Notre équipe d'UTIO est fan d'e-sport. Est-ce qu'on peut commenter un petit peu ça? Est-ce qu'il faut effectivement avoir une passion commune pour se retrouver dans une communauté? François, tu confirmes? Oui, clairement, je confirme. Et c'est ça on va retrouver d'ailleurs dans les communautés de marques. Il y a des marques qui fonctionnent très bien parce qu'on est autour du sport, par exemple, on est autour d'une passion, de la déco, de la mode. Alors oui, le sport, c'est un truc qui fonctionne très très bien. On le voit, par exemple, avec Strava. C'est un truc qui cartonne. Je donnais l'exemple de Dagoma, des imprimantes tout à l'heure. C'est vraiment des communautés de passionnés qui sont hyper actifs, qui retournent tous les jours. Donc évidemment, c'est un gros facteur de succès pour les communautés. Oui. Bon, et donc, ce sont les étudiants qui... Oui, c'est ça, qui se positionnent en premier. Bravo, les étudiants. Alors, on va proposer la deuxième question. La régie, s'il vous plaît. Allez, de quoi a besoin une communauté? Matito est chaud, toujours. C'est ça. Alors, réponse rouge d'un peu d'eau et de soleil. Réponse bleue d'une relation authentique et transparente. Réponse jaune d'un minimum de diversité. Ou réponse verte d'argent et de notoriété. C'est à vous de jouer, les web spectateurs. On vous laisse un petit peu d'avance. L'eau, le soleil. Enfin, ça me semble normal d'arroser une communauté. Voilà, et Bastien, je t'invite à jouer en dernier, comme ça au moins la dernière réponse validée, fermant la question. On laissera un petit peu plus de temps à tous nos spectateurs pour jouer et trouver la réponse. Je vais voter aussi. Oui, bien évidemment. Il reste une réponse à administrer. Et ben voilà, c'est Bastien. Bon, Bastien, tu vas valider. Mais en plus, pour être honnête, d'habitude, les 2 premières fois, je n'avais pas vu les questions. Et là, cette fois-ci, j'ai vu les questions. Donc, en même temps, je ne veux pas tricher, effectivement. J'espère bien que tu vas pas tricher, là. Hop, monsieur, là. Hein, bon, Lionel, du coup, les communautés, elles ont besoin d'une relation authentique et transparente. Je pense que justement, toi qui es sur le terrain, en plus, dans nos fabuleux territoires, tu le confirmes, ouais? Oui, je confirme et je crois que c'est important et je rebondis un peu sur ce que disait François tout à l'heure et ce que tu disais aussi, professeur Pivot, c'est la notion de valeur, voilà, des valeurs communes, de l'authenticité, de la transparence, oui, parce que c'est une question de confiance aussi qu'on donne
aux membres de cette communauté. Donc, que ce soit pour une marque, montrer qu'on fait confiance à ses clients, qu'on les écoute, ou une communauté qui a pour vocation de créer, je pense que c'est quelque chose d'important, effectivement. Alors moi, j'aime bien aussi la dernière réponse, la réponse besoin d'argent et de notoriété. C'est quand même aussi effectivement des facteurs. Le besoin de notoriété, évidemment, c'est quelque chose qui fonctionne bien. L'argent, alors nous on récompense pas, on paye pas directement les membres de la communauté, mais on a beaucoup de gamification, des challenges, des cadeaux à gagner. C'est aussi, pas pour tous, mais c'est aussi un vrai facteur de motivation. Oui, puis j'ai l'impression aussi que dans une communauté, les membres ont besoin d'être un petit peu reconnus comme apporteurs d'idées, de créativité. C'est aussi important de les valoriser, on va dire. Les valoriser, puis je trouve que quand on est dans une démarche de création, les bonnes idées viennent pas forcément des personnes les plus légitimes ou les plus compétentes. C'est d'où l'importance aussi de la diversité. Du coup, j'aime bien aussi la réponse C, mais le fait d'avoir des groupes et des communautés diversifiées, je pense que ça fait aussi la richesse de ces communautés-là. Donc, je fais le constat que Matito a pris la tête, encore une fois. Voilà. Allez, c'est beau ça, bon ça, très bon. Sourire affiché, grand sourire affiché. Et je pense que c'est mérité entre nous, hein, vraiment. Alors, je pense que tu as peut-être aussi la meilleure connexion de tous. Ah ben non, la preuve, regardez, j'ai disparu vraiment, j'ai eu le Covid du Wi-Fi. Bon, bref. Allez, question suivante. Question suivante, la régie. Alors, une communauté peut-elle vendre vos produits ? Deux réponses, hein, simplement. Est-ce que oui ? Est-ce que non ? À vous de jouer. Et sur le plateau, je pense qu'on peut jouer aussi, hein, n'hésitez pas. On a déjà 5 réponses, d'ailleurs, tout le monde a répondu. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense sur une réponse à 2 choix. Ah ben c'est bien. Alors effectivement, oui, peut-être que Lionel, tu peux rebondir ou François sur ce sujet. Oui, moi effectivement, je peux carrément rebondir sur ce sujet puisque c'est quelque part tout l'objectif des communautés qu'on met en place. C'est pas forcément le seul objectif, mais la finalité, c'est effectivement de vendre des produits, de faire connaître la marque, que alors c'est que ce soit de la vente, soit indirecte en augmentant la notoriété de la marque, ou que ce soit complètement direct. Et c'est c'est d'ailleurs là-dessus qu'on est en train de travailler aujourd'hui sur une plateforme qui devient de plus en plus une plateforme de social commerce, où la finalité est clairement de vendre des produits et de récompenser les membres autour de ces ventes. Donc oui, clairement. Donc c'est pas toutes les communautés n'ont pas cette finalité-là, mais effectivement, c'est tout à fait possible de le faire. Et comment on peut l'illustrer, cette vente de produits en fait par les membres de la communauté? Ça peut être, je ne sais pas, par exemple des posts sur les réseaux sociaux. J'ai acheté une belle paire de baskets Nike, je me prends en photo avec et j'indique le modèle. Clairement, c'est exactement ça. Nous, on a alors notre plateforme mélange le côté communautaire et la plateforme de commerce, de vente en ligne. J'en parlerai peut-être un petit peu plus à la fin. Ouais. Clairement, moi, je trouve que c'est intéressant. On est loin de la réunion Tupperware, quoi. Non, l'idée, effectivement, comme tu disais, Sarah, c'est d'en parler dans les réseaux sociaux, c'est de partager un maximum pour faire connaître les produits et pour générer les ventes. Oui, puis cette notion d'ambassadeur, un client satisfait, un client qui a envie de s'impliquer pour sa marque, en est le premier ambassadeur, donc quelque part, c'est... Ce qui fonctionne super bien pour les marques, justement, à travailler avec ces ambassadeurs, ces influenceurs, on appelle ça des nano-influenceurs, c'est pas forcément des membres qui ont des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, ils en ont peut-être quelques centaines, ils ont leur famille, leurs amis, mais ce qui est important, c'est l'authenticité des messages. Quand on voit la recommandation d'un produit par un ami, par quelqu'un qu'on connaît, ça a beaucoup plus de valeur que quand il est recommandé par la marque. On a tendance les consommateurs manquent un petit peu de confiance dans les messages de la marque. Là, évidemment, ça a un impact beaucoup plus fort, confiance beaucoup plus fort, et on a aussi la notion de reach sur les réseaux sociaux, donc la visibilité des posts sur les réseaux sociaux, qui va être beaucoup plus forte quand c'est une publication qui vient d'une personne, d'un individu, par rapport à la visibilité qu'on va avoir d'un post de la marque.
Je suis obligé de faire le timekeeper, je suis désolé, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, on a encore 5 questions à faire. Allez, on va. Question suivante, la régie. Allez, la question suivante. Quelle est la place d'une communauté dans un processus d'innovation? Alors, réponse A, elle permet d'avoir des likes sur Facebook. Réponse bleue, elle entraîne une démarche d'acculturation dans l'entreprise. Réponse jaune, c'est une source de créativité et d'idées. Et réponse verte, c'est une problématique uniquement pour les startups. C'est à vous de jouer, c'est parti. Ça joue vite, ça joue vite, ça joue vite. On voit qu'on a déjà toutes les réponses. Ah, yes. La bleue était valable aussi comme réponse, un petit peu. La bleue, c'était laquelle? Elle entraîne une démarche d'acculturation de l'entreprise. Là, a priori, effectivement, c'est une source de créativité et d'idées. C'est assez évident, comme on en parlait avec Lionel tout à l'heure, et puis avec François, bien entendu. Mais je voyais, elle entraîne une démarche d'acculturation de l'entreprise. Est-ce que chez Pionnier, vous servez de la communauté pour nourrir un petit peu, entraîner les collaborateurs vers justement faire partie de la communauté ou aller dans une démarche d'innovation? Complètement. C'est vraiment... c'est un fonctionnement d'entreprise, même si on a encore à faire évoluer tout ça. Mais oui, c'est un vrai levier. C'est un vrai levier de motivation aussi, je dirais, pour les collaborateurs qui, dans les entreprises aujourd'hui, aspirent à autre chose que de simplement prendre une offre et l'amener au marché. Le fait de pouvoir contribuer, c'est très bénéfique. Mais de toute façon, Matito, à chaque fois, il y a les réponses il y en a plusieurs un peu bonnes. Hein. C'est fait exprès justement pour mettre un peu de challenge. Mais effectivement, l'acculturation, elle va pas venir que de la communauté. Elle va venir effectivement de tout le process que va mettre en place l'entreprise. Et effectivement, principalement, la communauté peut être dans le processus d'innovation plutôt une source de créativité, d'idées, bien évidemment. Mais ta remarque était juste. Hein. Allez, la régie, on envoie la question suivante pour être dans les temps. C'est parti. Alors, une communauté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pilote la stratégie d'innovation. Est-ce qu'elle paye les premiers développements? Est-ce qu'elle fait la queue devant les Apple Store? Ou est-ce qu'elle oriente mais ne dirige pas l'innovation? C'est parti, à vous de jouer. À vos claviers, à vos smartphones. Et tout le monde a répondu. La bonne réponse, effectivement. C'est un sans faute. On voit qu'on a des bons joueurs. Bon, parfois, la communauté fait quand même la queue devant les Apple Store. Oui, ça peut lui arriver, effectivement. Bon, effectivement, on en a déjà parlé, mais effectivement, ça oriente, mais ça ne dirige pas l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation reste souveraine quand même dans ses choix et dans ses budgets. Mais effectivement, il y a souvent des bonnes idées qui viennent des communautés et du terrain. Ouais. Voilà, donc on pourra dire la communauté source d'inspiration, finalement. Ouais. La régie qui prend la main. Ah, et ça se joue à peu de choses, Matito. Hein. Tu as à peine quelques points d'écart. Allez, prochaine question. Quelle méthodologie s'applique avec une communauté pour innover? Est-ce qu'on va utiliser des post-it? Est-ce qu'on va utiliser l'agilité, le cycle en V ou le design thinking et le lean startup? Allons-y, répondez. Et placez-vous en tête pour dézinguer Matito de la première place. Alors, tout le monde a répondu, effectivement, oui. J'avais mon micro fermé. Oh là là, je suis vraiment. J'adore l'illustration avec le chat mécano là. Voilà. Les images d'illustration sont très bien choisies. Elles passent un peu à la trappe dans ce questionnaire, mais j'aime beaucoup aussi à Design Thinking, Lean Startup, parmi d'autres outils. Hein. On a parlé de la communauté, des réseaux sociaux, de l'échange, du contact privilégié avec la marque, effectivement, le dialogue. Enfin, j'imagine ces outils parmi tant d'autres. Exactement, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé à la première émission du Lean Startup, donc on va pas le refaire, mais effectivement c'est une méthodologie qui s'appuie sur ses futurs utilisateurs, ses clients, ses cibles pour valider l'existence de marché. Et effectivement le design thinking qui est plutôt la méthodologie, la pensée design, qui permet de faire de la co-construction et de s'appuyer sur des humains, des utilisateurs pour pouvoir concevoir ces produits. Bon, tout le monde a fait juste l'agilité. Peut-être l'agilité, c'est plus une méthodologie qui va permettre de produire en fait son projet, de gérer son projet au quotidien et qui va pas forcément impliquer la communauté comme le fait le design thinking ou les startups. Mais on peut utiliser des post-it dans design thinking. Tout le temps. Et on peut utiliser les post-it numériques d'ailleurs aussi. Voilà, c'est ça. Et dans l'agilité aussi d'ailleurs.
Voilà. Question suivante, la régie. Alors, à quoi si les gens nous rejoignent, Est-ce qu'elle sert à trouver la 4e réponse à cette question? Est-ce qu'elle sert à financer les projets? Est-ce qu'elle sert à innover et faire travailler une communauté ou à tester les produits? Allez-y, c'est parti. On voit que quelqu'un a déjà répondu et est au taquet. Je me demande bien qui ça peut être. Eh ben, vous allez rire, mais c'est pas moi parce que là, j'ai complètement bugué sur cette question. Là, attends, j'ai même plus ce que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que je me suis trompé. Oui, tu as peut-être mis le bleu. Tester des produits. J'ai mis tester des produits, ouais. Parce que tu n'aurais pas mis le bleu, parce que toi, tu connais bien Ulule, qui les gens ont confondu financer les projets, c'est le crowdfunding, qui n'est pas la même chose, quoi. Peut-être pour ça que ça m'a fait bugger, mais non, j'ai mis tester les produits. Non, en fait, c'est la première réponse où j'étais là, mais pourquoi la première parle de la dernière question bidon? Je fais waouh, vous m'avez tendu un piège. Est-ce que Lionel, tu peux nous dire, François, quelques mots sur le crowdsourcing? Est-ce que c'est une méthodologie que vous utilisez? Non, d'ailleurs, j'ai eu la mauvaise réponse. J'ai lu rapidement et pensé au crowdfunding. J'ai pensé à Ulule. J'ai répondu. C'était un piège. Et voilà. C'était l'objectif. Innover et faire travailler une communauté, donc le crowdsourcing. Ok. Nous, effectivement, on essaie au maximum de faire réfléchir justement les clients que l'on peut avoir en contact pour connaître leurs attentes. On les intègre aussi pour tester des produits, donc je crois qu'on applique effectivement cette méthode. Ouais, tout à fait. Par exemple, quand une marque demande à sa communauté de choisir son nouveau logo, par exemple, c'est typiquement du crowdsourcing. Ouais. Allez, question suivante. Je me fais damer le pion. Non. Oui, Colas. Non, troisième position. Oh là là, il va falloir que je me démène. Voilà. Bravo, Nicolas. Allez, prochaine question. Ubisoft s'appuie sur quelle communauté pour créer le jeu Assassin's Creed? Est-ce que c'est sur une communauté d'historiens? Est-ce que c'est sur une communauté de joueurs de pipeau? Est-ce que c'est sur une communauté d'anciens templiers ou une communauté d'enfants de 10 ans? À vos claviers, à vos écrans pour jouer et donner la bonne réponse. Les anciens templiers, c'est sûr et certain, bien sûr. Les francs-maçons. Ne donne pas la bonne réponse, pas du tout. Les sources sûres. Bon, bravo. J'ai donné la bonne réponse. Alors, du coup, enfant de moins de 10 ans, c'était pour la blague, parce que Assassin's Creed, c'est interdit aux moins de 18 ans, et je pense qu'il y a un gros souci. D'ailleurs, il y a souvent beaucoup de gens de moins de 18 ans, à mon avis, qui jouent. Mais effectivement, c'est assez intéressant de savoir que même des développeurs de jeux vidéo aujourd'hui s'appuient sur des communautés. Ils ont vraiment une relation de proximité avec cette communauté-là pour réaliser les différents épisodes du jeu. Même pour vous dire, c'est cette communauté qui choisit un peu les thématiques. C'est vraiment, même les scénarios sont soufflés par cette communauté, donc qui est quand même, c'est assez bluffant, quoi. Du coup, on va voir qui a gagné. Ouais, allez, attention. C'est fini. Suspense. Alors en 3e position, Matito. Il ne connaît pas tout. En 2e position, les élèves. Je pense que c'est ici. Voilà. Et le grand vainqueur aujourd'hui, c'est Nicolas. Bravo, Nicolas. Alors, qui est Nicolas? Bravo. Ça s'est joué sur une question de crowdsourcing. Je m'en souviendrai du coup. Ouais. Bon, du coup, les gens pourront rejouer chez eux. Les gens pourront rejouer chez eux en replay, parce que je pense qu'on n'a pas rappelé le mode opératoire. Les gens ne sont pas plus connectés derrière. Mais effectivement, n'hésitez pas à participer depuis chez vous, même si vous regardez en replay. Essayez d'avoir le maximum de bonnes réponses. Ouais. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Mais qu'est-ce qu'a gagné le gagnant? Est-ce qu'il a gagné un repas en tête-à-tête avec Bastien, encore une fois? Non, on l'a pas fait la dernière fois d'ailleurs. Attends, Covid oblige, les restos sont fermés de toute façon. Donc... Oui, c'est vrai, mais ça aurait pu être un repas en tête-à-tête. Ouais, en tête-à-tête virtuel. On fera gagner une visio la prochaine fois pour les gagnants. Voilà. Bon, Nicolas merci beaucoup. Sur le chat qu'il s'invite chez toi. Voilà, sans problème. il est bienvenu Nicolas. Bon, super. Tout de suite, on passe à la chronique de Matito. Allez, ultra rapide, accéléré, effectivement. Je ne sais pas si les slides s'affichent, mais j'ai
j'ai choisi de vous partager trois innovations pour vous montrer qu'on est déjà demain. Qu'est-ce que c'est que cette console? Je vous le donne en 1000, je vous le donne en 100. C'est la console KFC. Parce que KFC a sorti pendant la guerre des consoles PlayStation et Xbox juste avant Noël. Ils se sont dit on va profiter du buzz et de l'émulation pour que la communauté de gamers soit stimulée par notre marque. Ils ont sorti la KFC console. Donc une console qui permet de jouer mais aussi de cuire des petits nuggets juste en dessous. Alors je vous le donne en 1000, je vous le donne en 100, annoncé $2000. C'est évidemment une blague au départ. Sauf que Mark Walton, qui fait partie du board d'Intel, a confirmé que Intel, en développement avec KFC, allait effectivement sortir cette console pour, slide suivante, on peut l'imaginer, un type de, en targetant ce type de public. Hein. Typiquement, on est vraiment sur les gros mangeurs, un petit peu comme le geek de South Park. Et la console va vraiment réchauffer les nuggets ou Oui, tout à fait. C'est un four console de jeux vidéo. Et oui, donc voilà, vous avez une Hit. Je crois que c'est la Hit console. Elle est à $2000 en prévente sur. Alors en prévente, il faudrait que je revoie un petit peu le site. Donc c'est la Hit console. Voilà, de KFC en collaboration avec Intel. Ils vont vraiment le développer. Donc ça partait d'une blague. La communauté a validé et ça devient un produit. Donc c'est assez intéressant, hein, le fake it until you make it. Allez, on passe à la suivante. Je voulais vous parler aussi. On est déjà demain. Vous connaissez l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. Eh bien, il y a eu un petit temps, slide suivante, il s'est fait dépasser par le nouvel homme le plus riche du monde, s'appelle Elon Musk, donc il lui a un petit peu damé le pion, puis qui s'est fait repasser devant par Jeff Bezos, qui a décidé de quitter Amazon. Bon bref, un vrai bordel, c'est Dallas chez les milliardaires. Toujours est-il qu'il y a des comptes Twitter qui se sont dit, c'est pas possible que ces mecs soient autant pétés de thunes et qu'ils ne fassent rien pour mettre fin à la faim dans le monde. Donc il y a un compte Twitter, et ce qui est apparu, est-ce que Elon Musk a décidé de mettre fin à la faim dans le monde, quoi, aujourd'hui, et pareil pour Jeff Bezos. Donc vous pouvez vous abonner. Alors Jeff Bezos a été le premier homme le plus riche de la planète, donc du coup il a plus de followers qu'Elon Musk, mais c'est assez rigolo de voir que c'est juste un compte en mode bot qui tweet. Est-ce que Jeff Bezos a décidé de mettre fin à la faim dans le monde aujourd'hui? Non. Et ce sera ça, je pense, pendant longtemps. Mais tu sais que leur richesse est en action de leur société. Donc, s'ils distribuent des actions de leur société aux gens, les gens auront toujours faim. Hein. Oui, tout à fait. Après, bon, on peut convertir. J'imagine qu'il a aussi un compte en banque bien rempli. Bon, c'est avec un petit peu de mauvaise foi qu'on donne ça, mais en tout cas, voilà. Allez voir ces deux comptes Twitter qui sont assez rigolos et créés en réaction aux annonces qu'on suit un peu de loin. Allez, troisième chose que je voulais vous montrer avant de finir, qui m'a vraiment fait marrer, c'était au moment de. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui? Est-ce que vous pouvez me dire qui vous voyez là? Si on peut lancer la vidéo, vous voyez qui? C'est qui? C'est la Queen Elizabeth. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. C'est pas du tout la reine d'Angleterre. Non, c'est un fake. C'est un deep fake plus exactement, et c'est une chaîne de télé anglaise, Channel 4, donc chaîne de télé britannique, qui a décidé de diffuser en direct à la télé des faux vœux de la reine en deepfake. Donc pour vous dire un petit peu, les Britanniques vont très loin, c'est-à-dire qu'ils ont diffusé un faux discours de la reine en deepfake. Regardez comme elle a l'air naturelle et solide, toute figée comme ça, ce qui me permet d'aller un petit peu plus loin sur l'inclusion des deepfakes dans la création d'images dans notre société. Oh putain, ça me fait vraiment... Enfin voilà, vous regardez Reine Elisabeth deepfake. Slide suivante, je vous ai sélectionné en fait... Matito, t'es en train de dire qu'on peut plus croire ce qu'on voit à la télé, quoi. Non, pas exactement tout, mais c'est pour vous dire qu'en fait les deepfakes, c'est une technologie tellement puissante qu'on peut modifier même des scènes de films, et il y a une excellente chaîne YouTube qui s'appelle Control Shift Face, où vous avez quelqu'un qui s'amuse à prendre des têtes d'acteurs connus dans Terminator. C'est à péter de rire, mais c'est un peu flippant en même temps. Donc je devais vous le dire parce que avec ça on est déjà demain. Ah ben j'irai le voir très vite. Merci beaucoup Matito pour ta chronique, c'était génial comme d'habitude. Du coup on peut peut-être finir effectivement cette émission en parlant peut-être un petit peu des actualités de nos invités. Justement François, je sais que toi tu as une actualité, il y a une nouvelle plateforme que vous venez de sortir, dont vous êtes fiers. Exactement, on a démarré un gros chantier début 2020. Où on a voulu aller plus loin que ce qu'on faisait sur nos plateformes précédentes, qui étaient très axées justement, enfin des plateformes communautaires, où on allait travailler la notoriété des marques et essayer de générer des ventes, de recruter de nouveaux clients. Là, on a été beaucoup plus loin, on a refondu complètement la plateforme, on est reparti de zéro, on a fait une progressive web app, donc une application web. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais on a complètement refondu, et surtout, ce qui est important, c'est qu'on va maintenant jusqu'au tunnel d'achat. Donc, on a vraiment, finalement, une plateforme qui est un mélange entre une plateforme communautaire, un peu qui ressemble à un réseau social, un peu comme un Instagram,
et un site de e-commerce. On a fusionné les deux. Et on a aujourd'hui des boutiques qui sont générées automatiquement pour chaque membre de la communauté. Et où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce qu'on trouve les infos sur tout ça? Popsell.com? Alors sur popsell.com, il y a quelques infos, mais c'est très léger. Surtout que la plateforme vient de sortir, elle est sortie en décembre. Non, le mieux c'est de. Sinon, on vous contacte. Et on vous fait des démos et on vous explique tout ça. En tout cas, voilà. Merci beaucoup Lionel côté pour nous. Merci beaucoup Lionel côté Pionnier. Les actualités, on vous retrouve dans tous les champs partout. L'actualité, effectivement, l'actualité on est en pleine campagne commerciale et on accompagne tous les intervenants des marchés agricoles à préparer leur semis du printemps qui arrive. Donc je dirais simplement l'actualité pour Pionnier, c'est vraiment de s'organiser pour contribuer à répondre à tous les enjeux agricoles en termes d'agronomie, en termes d'enjeux environnementaux, en termes d'enjeux économiques aussi pour les agriculteurs qui en ont bien besoin. On sait que c'est une activité qui est pas forcément, on va dire, voilà, dans une situation favorable. En tout cas, on fait le maximum pour contribuer à trouver des solutions et redynamiser ce beau secteur qu'est l'agricole et où il y a beaucoup d'innovations. Voilà, je tenais à le dire aussi. Merci. Startup qui travaillent, beaucoup d'innovations qui se produisent. Merci beaucoup Lionel, merci beaucoup Matito, merci beaucoup Sarah, merci à la régie, à Gabriel, à Lothaire et merci à tous les innovateurs et les innovatrices qui nous ont suivis aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci à toi Bastien. Bravo. Merci et à la prochaine pour le prochain, on est déjà demain. Au revoir. À bientôt, merci.